donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo chronique avec un cadre un peu plus rangé que ce que vous avez pu voir vraiment peut-être dans quelques-unes des vidéos, je sais pas. Notamment là, vous avez eu la vidéo. Là j'ai voulu faire la vidéo comme je l'avais faite pour la blanche, sauf que voilà, ça je me suis rendu compte que le temps de ranger tout comme je voulais, il m'a fallu là pratiquement 2 heures et encore. Il reste 2-3 livres à ranger, mais je vais vous tourner comme la vidéo de tous les livres qu'il y a dedans. Un peu de l'organisation que j'ai, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais au moins j'ai réussi à faire un cadre un peu plus agréable. Il me reste plus trop beaucoup de place. Enfin, il me reste juste mes mangas à ranger, mais là faut que je trouve une étagère que je mettrai dans un coin pour les ranger. Mais là aujourd'hui je suis retrouvée pour une vidéo un peu particulière, une vidéo particulière sans plus. C'est juste une vidéo chronique. Je vais donc aujourd'hui vous parler de la 3e lune d'Anne Chevalier Mao, donc édition ACM, donc c'est en fait tout simplement de l'auto-édition. Et je vais donc commencer par ça. Je vous ai un petit peu zoomé. Donc le résumé, on va suivre d'un côté, sur le coup j'ai plus les prénoms, désolé, Alcide et Océane, qui sont donc 2 adolescents de 13 ans. Si mon mémoire est bonne, qui sont donc actuellement dans les Alpes françaises, où notamment le père d'Alcide, Sidney, étudie sur des phénomènes météorologiques. Et Alcide, donc Océane, donc sa mère débarque un peu pour les aider, enfin pour que... Je sais pas trop pourquoi elle est là, mais en tout cas elle est là. Et voilà, donc c'est un peu dur à expliquer pour pas trop vous spoiler. Je crois que c'est le problème que j'ai actuellement. C'est que je faut vous en parler, mais le résumé actuellement derrière, il n'est pas à davantage parler du projet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le père d'Alcide, donc Sidney, prépare sur des expériences scientifiques que tout le monde n'est pas spécialement très au courant, en tout cas dans la communauté scientifique. Et de l'autre, on va suivre Tanaro et Loé, vivent dans une sorte de monde qui n'est pas, en tout cas, à dire d'être positionné sur Terre. Et en fait, ils vont découvrir une salle où il y a précisément des vases remplis d'eau, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Au fur et à mesure de l'histoire, enfin, ça se dévoile assez rapidement au début du livre, sachant qu'il fait quand même assez fin et qu'il fait, même pas 300 pages, 200 quelque chose, je crois, de mémoire, où le livre fait 252 pages. J'ai ma fiche en dessous, donc 252 pages. Il faut vraiment tout faire tenir. Donc ensuite Tanaro qui donc trouve des vases. Et de fil en aiguille, donc notamment du côté d'Alcide et Océane, il va y avoir des perturbations et ils vont se retrouver une année face à des géants. Et de leur côté, Tanaro et Léo vont se retrouver eux, de suite à la découverte de ces salles, un autre monde, et se retrouver face à des personnes plus petites qu'eux, qui leur ressemblent, mais qui sont plus petits qu'eux. Je vous laisse évidemment faire le lien si c'est normalement pas assez clair. Quel est le lien entre le monde d'Alcide Océane, donc notre terre à nous, et le monde de Tanaro et Loé, pardon, je vous laisserai évidemment découvrir cela en lisant cet ouvrage. Les romans d'Anne, je les aime beaucoup. J'ai lu par exemple le premier tome des 13 crânes de cristal, il faut que je lise d'ailleurs le tome 2 et le tome 3. J'ai également lu Le Cénacle des consciences, donc il faut que je pense à vous lire la chronique d'ailleurs. C'est quel autre roman d'Anne j'ai lu? Si, Le Carillon du Monde. Ça reste toujours des romans certes de jeunesse, vraiment ado et tout, mais qui se lisent très rapidement et ça c'est vraiment un plaisir. En effet, de ce côté, on a certes 4 points de vue, mais qui font quand même 2. Le côté, les points de vue de Tanaro et Loé, et l'autre point de vue qui est celui d'Alcide et Océane. Enfin, les ressemblances sur leur côté. Mais c'est très rapidement. On a 3 grosses parties qui chacune sont divisées entre 7 et 9 chapitres. Mais on ne suit pas par exemple un côté pendant plusieurs chapitres et de l'autre pendant plusieurs chapitres. Non. Un chapitre, on va être du côté de Tanaro et Loé, et de l'autre, chapitre suivant, on va être du côté d'Alcide et Océane. C'est-à-dire qu'on intervalle les points de vue. C'est ce qui fait que le roman se lit donc très vite et c'est assez souple en fait à lire. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, notamment avec le Cénacle des consciences, donc je vous ferai la chronique plus tard. C'est ce qui fait que on ne perd pas le fil d'un côté en disant il s'est passé quoi quelques chapitres plus tôt.
Non, pour moi c'est un point fort que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté, ça s'intervalle beaucoup. Après c'est vraiment en fonction de chacun qui peut déranger. Autre point, c'est le fait que tout ce qui pouvait être théorie du complot, si on exagère, par exemple, Anne fait référence au projet HARP, H2ARP. Je n'ai plus la signification exacte des lettres, j'en suis désolée. C'est un projet qui a vraiment existé, si je parle bien du... Sur le coup, j'ai un doute en fait. Voilà, c'est un projet qui avait lieu aux États-Unis de l'Alaska. On ne sait pas trop ce qui s'y faisait exactement. Apparemment, c'est un projet qui avait l'habitude de voir au niveau de l'air, les filtrations et tout, et de pouvoir ainsi influencer la météo. En tout cas, c'est ce qui se raconte. Parce que Anne en fait référence dans son roman. Elle fait référence aussi à un roman qui est L'Atlantide, le règne des géants de Denis Sora, qui justement parle de géants et qui lui aurait inspiré une partie du roman. Et évidemment de sociétés secrètes et choses comme ça. Donc c'est vraiment, je dirais pas théorie du complot, mais sur des projets, des croyances, des cultures qui auraient eu lieu vraiment chez nous, sur Terre, des choses comme ça. C'est un point qui est vraiment intéressant parce que le projet ARP, je pense que, je rappelle que Didi Chambly en avait parlé dans une vidéo là, je ne sais plus à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce genre de choses qu'on dit, enfin, des choses où il y a vraiment une aura de mystère, comme les sociétés secrètes ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de sociétés secrètes à proprement parler ou de sujets secrets. Évidemment, de tout ce qui pouvait être également certains peuples, je pense aux tribus, je crois que c'est les Nazca, les Incas, notamment en Amérique latine, donc au Mexique, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant de faire un parallèle parce qu'on savait que ce soit les Égyptiens ou les Incas étaient des sociétés qui étaient des peuples qui étaient très avancés sur leur temps. Je pense aux Incas ou même les Incas et les Égyptiens, par exemple, sur comment sont faites leurs pyramides. Elles sont faites d'une manière bien précise, alignées sur le niveau d'une certaine manière sur les points cardinaux. Ils arrivaient par exemple à faire des choses qui pouvaient être très poussées pour leur époque. Je pense aux pyramides, comment ils ont pu emmener d'immenses blocs de pierre et les monter en hauteur. Parce que c'est vrai que les pyramides, c'est des blocs de pierre qui pèsent plusieurs tonnes. Et c'est ça qu'on se dit comment ils ont pu faire ça. Tandis que nous, on a besoin des grues, des choses comme ça pour monter ces blocs-là. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Et Anne en fait vraiment en partie parler, notamment, sur le principe de peuple en avance sur leur temps dans son roman. Et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. C'est un livre qui est très court, mais vraiment très intéressant. Et on parle évidemment de principe de fin du monde, quand même pas, mais on parle beaucoup des Mayas et comme quoi la fin du monde devait y avoir lieu le 21 décembre 2012. Voilà, ce principe de fin du monde, en tout cas de renouvellement de cycle. Ces schéma, c'est pas la fin du monde comme on peut l'avoir, c'est un truc apocalyptique, mais c'est la fin d'un cycle beaucoup. Et ce genre de croyance, vraiment, ce genre de choses, moi, m'a beaucoup plu dans ce roman. C'est qu'elle a su en faire peut-être une œuvre fictive, mais qui est basée sur des trucs vrais. Je n'arrive pas à vraiment dire ce qui peut être bien ou mauvais, parce que, bon, peut-être le fait que c'est un livre qui est assez court et qu'elle fasse tout rentrer, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de détails, notamment peut-être sur les peuples les différents peuples qu'il est mentionné. Mais c'est ce qui nous pousse généralement nous à aller chercher davantage, peut-être les infos aussi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien décrit. En point positif, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, sur le fait que la manière dont c'est écrit, les recherches qu'elle a dû faire, etc. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire en si peu de temps. En tout cas, ça a été très rapide, je l'ai lu dans le tramway. Allez, en même pas une semaine, je pense que certains peuvent dire qu'aller en une après-midi, c'est bouclé. Parce que c'est pas écrit si rikiki non plus, donc c'est vraiment intéressant. Ma chronique sur la troisième lune d'Anne Choyama est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop divagué, j'ai essayé quand même de garder une directrice assez simple. Mais je voulais tellement vous en parler plus, mais n'hésitez pas à venir me voir par message ou autre pour qu'on puisse en parler un peu plus si vous l'avez lu. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et évidemment, je vous laisse pour de nouvelles vidéos et de nouvelles lectures.